Pourquoi tout le monde déteste Hublot? Leurs montres sont-elles fiables? Qu'en est-il de leur rapport qualité-prix? Et bien sûr, quels sont les éléments qui déclenchent un raisonnement aussi binaire dès que l'on évoque cette marque? Tout d'abord, il faut savoir que pour de nombreuses marques qui ont des communautés de marques, il y aura d'un côté des admirateurs qui vont totalement y adhérer, et de l'autre côté, des détracteurs qui vont la renier. On en connaît tous, c'est le cas de Supreme, Gucci dans les vêtements, ou encore Starbucks pour les cafés. Et parfois, deux communautés peuvent même rentrer en opposition. Je pense notamment aux pro-Apple contre les pro-PC. Bonjour, je suis un Mac. Et moi, un PC. Dans ce cas-là, non seulement il existe une communauté, mais les ultra-fans vont vouloir dénigrer la communauté adverse, comme pour montrer que ce sont eux qui ont raison, et que si vous êtes dans la communauté opposée, alors c'est que vous êtes un ignare. En horlogerie, vous ne l'avez peut-être pas remarqué si vous vous intéressez au sujet depuis peu, mais je peux vous garantir que s'il existe une marque pour laquelle les avis sont souvent bien tranchés, c'est Hublot. Hublot est-elle vraiment une bonne marque? Et pourquoi autant d'amoureux de belles mécaniques deviennent aussi virulents dès que l'on évoque ce nom? Je suis Mathilde pour lecalibre.com et aujourd'hui je me lance sur un sujet un peu glissant en tentant de donner des réponses à toutes ces questions. Tout d'abord, voici un retour historique très rapide. Hublot fut lancé en 1980 par l'italien Carlo Crocco. Il faisait partie de la famille à l'origine de l'entreprise Binda, leader de la vente de montres en Italie au milieu du XXe siècle. Carlo travailla quelque temps pour l'entreprise familiale, mais il décida assez rapidement de se lancer dans un projet bien plus personnel et il quitta Binda en 1976. 4 ans plus tard, il créa la manufacture MDM Genève avec pour ambition de marier le savoir-faire horloger suisse et le raffinement du design italien. La première montre présentée prit le nom de Hublot en rapport avec la forme de son boîtier et de sa lunette. L'innovation principale de cette pièce résidait dans le mariage des métaux précieux et de la matière plastique. En effet, la Hublot de 1980 proposait un boîtier en or avec 12 vis en titane sur la lunette, le tout monté avec un bracelet en caoutchouc noir. La montre rencontra un franc succès, si bien que son créateur décida de changer le nom de la marque pour Hublot. Les débuts furent prospères avant de passer par une période un peu compliquée, avant de remonter la pente, en partie grâce à Jean-Claude Biver. Je me considère comme un passionné. Ouais, ok. Et la passion, c'est ce qui m'entraîne tous les jours. Aujourd'hui, la marque est très présente dans le paysage horloger et appartient au groupe LVMH depuis 2008. Mais alors, quelles sont ces raisons qui sont à l'origine du dégoût de certains lorsque l'on évoque cette marque? D'autant plus que Monsieur Biver, qui a fortement contribué à la direction et au positionnement de la marque, est quelqu'un de très réputé dans le milieu. Commençons d'abord par évoquer toutes les accusations d'inspiration un peu trop ressemblantes à d'autres modèles. On entend régulièrement les détracteurs de la maison évoquer les ressemblances de plusieurs modèles avec des designs de Gerald Genta et de ses réinterprétations. Ces accusations portent principalement sur les modèles de la collection Big Bang qui seraient un peu trop proches de la Royal Oak Offshore sortie en 1993, qui était elle-même une adaptation un peu plus sportive de la Royal Oak originale de Genta sortie en 1972. La première Big Bang est sortie en 2005 et reprenait les lignes de la Hublot de 1980 avec sa lunette aux 12 vis apparentes. On peut en effet reconnaître certaines inspirations similaires, notamment dans l'utilisation des lignes d'un hublot de navire qui apporte cet aspect marin et industriel. Mais peut-on aller jusqu'à dire qu'il s'agit de copies ou que les inspirations sont un peu trop fortes? Pour ses créations, Gerald Genta a puisé son inspiration dans le monde de la navigation, dans le secteur industriel et dans bien d'autres sources. Il a donné naissance à un style bien reconnaissable et qui lui est propre, mais selon nous, il ne nous semble pas que l'utilisation des vis apparentes sur la lunette lui soit réservée. En effet, il est probable que Carlo Crocco se soit inspiré de quelques modèles de Gerald Genta pour sa Hublot de 1980, mais comme n'importe qui dans un processus créatif aura ses propres sources d'inspiration. Et on peut trouver des similitudes chez bien d'autres marques entre leurs modèles, à qui on ne jette pas si souvent la pierre. De plus, comme on l'a évoqué, Hublot fut la première maison à proposer un mariage d'or et de caoutchouc. Depuis, elle a continué ses efforts pour offrir des mariages de matériaux qui au premier abord paraissent incompatibles, mais qui finalement permettent la création de pièces au style innovant. La marque considère d'ailleurs qu'elle est passée maître dans l'art de la fusion. En tout cas, le mariage hors caoutchouc est aujourd'hui bien entré dans les mœurs et de nombreuses marques s'en sont inspirées. Et pourtant, elles, on les accuse, voire rarement, de copier Hublot. C'est donc qu'il doit bien y avoir autre chose pour que Hublot soit bafoué à tort. Avant de parler des mouvements et de la politique de prix qui sont des points intéressants, parlons un peu de leur collaboration et de leurs éditions limitées.
Hublot est connu pour collaborer avec de nombreuses entreprises, marques et personnalités pour de nombreuses éditions limitées. Il existe des centaines voire des milliers d'éditions limitées dans les collections de la marque, si bien qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Cette stratégie agressive a pour but de communiquer dans le plus de secteurs possible et de toucher de nombreuses niches différentes. Résultat, si vous suivez plusieurs sports régulièrement, il y a de grandes chances qu'une équipe, un joueur, un stade ou un événement soit directement sponsorisé par Hublot et que l'on retrouve une édition limitée fruit de cette collaboration. C'est le cas par exemple dans les sports de combat, comme on l'avait vu dans notre vidéo sur Floyd Mayweather qui est juste ici. Mais la marque est également omniprésente dans le football en sponsorisant des stades et des clubs, dans le basket en créant des liens entre les meilleurs joueurs de tous les temps, dans l'athlétisme, le golf, le cricket, le tennis, le ski, le polo, la voile, le judo, le baseball, sans oublier l'art avec la peinture, la musique, le design, la cuisine, et j'en passe. Hublot inonde complètement le marché et semble vouloir être partout. Le problème, c'est que le but d'une édition limitée est entre autres de créer l'exclusivité. Or ici, on se demande si ce n'est pas plutôt un coup de pub. Le fait d'en proposer à outrance peut être un peu déroutant et atténuer l'effet escompté. Un autre point très souvent mis en avant par ses détracteurs concerne son statut présumé d'emboîteur, ce qui signifie que la marque utilise des mouvements d'autres manufactures pour entraîner ses montres. On peut donc noter qu'à ses débuts, Hublot se fournissait chez des spécialistes car ils n'avaient tout simplement pas les moyens de créer leurs propres mouvements. Jusqu'au début des années 2010, on trouvait donc exclusivement des mouvements de la marque ETA dans les Hublot. Il peut être intéressant de rappeler qu'ETA est un spécialiste dans la fabrication de mouvements suisses en tout genre, de manière grandement automatisée. Leur utilisation peut donc être vue comme un gage de qualité pour les montres d'entrée et de milieu de gamme, mais ils peuvent également manquer d'exclusivité et d'histoire pour des montres plus prestigieuses. Pour certains amateurs, c'est souvent du gâchis de payer par exemple une Hublot équipée d'un ETA 7750 dans les 10 000 € environ, alors qu'on peut trouver une Hamilton avec le même calibre environ 10 fois moins cher. Mais ici aussi, le raccourci est peut-être un peu trop court à faire. Certes, le calibre est le moteur de la montre, mais il ne fait pas tout non plus. Il faut aussi penser à regarder le coût des matériaux utilisés, la qualité du design, les finitions, et j'en passe. Il faut aussi savoir que ETA propose plusieurs niveaux de finition et de fiabilité pour ses mouvements. Une même référence peut donc avoir des caractéristiques différentes en termes de précision et de détail entre deux marques qui les utilisent, même si on reste loin de la qualité manufacture de certaines grandes maisons du secteur. Depuis le début des années 2010, Hublot propose ses propres mouvements. La marque a commencé en présentant le calibre de chronographe automatique Unico présenté comme leur premier mouvement 100% maison. Une version plus plate verra ensuite le jour, le Unico 2. Suite à cela, la maison s'est penchée sur des mouvements encore plus complexes et novateurs comme le Mecha 10 10 Day Power Reserve, le tourbillon Power Reserve 5 Days ou encore le MP11 offrant un visuel avant-gardiste et une réserve de marche de 14 jours. On rappelle également qu'Hublot est à l'origine de la MP05 la Ferrari, considérée comme la montre bracelet ayant la plus grande réserve de marche du monde, 50 jours. Mais du coup, pour l'instant, nous avons vu qu'Hublot n'était pas toujours aimée car elle avait trop d'éditions limitées, des inspirations trop fortes mais qui selon nous ne sont pas 100% vraies, une réputation d'emboîteur de luxe, ce que Hublot semble avoir pris en compte. Alors peut-on dire qu'Hublot est bafoué à tort ? Le problème c'est que Hublot continue de collaborer avec d'autres maisons pour leurs mouvements et se garde bien de le communiquer. Par exemple, le hub 4700 équipant certaines Hublot Spirit of Big Bang est conçu sur une base de Zenith El Primero 400 et le hub 1710 est fait sur une base de Zenith Elite 670. Ces mouvements font donc partie de ceux qui ne sont pas 100% maison mais qui restent en collaboration avec des maisons connues. On notera au passage que Zenith appartient également au groupe LVMH. En utilisant ce genre de mouvement et en pratiquant des marges importantes, Hublot semble bien plus investir sur ses partenariats que sur ses propres produits et reflète donc une image de marque misant tout sur le profit. Mais est-ce que Hublot a raison ? Eh bien, du point de vue d'une entreprise, oui, car jusqu'à preuve du contraire, le but d'une entreprise est de faire du profit. Mais du point de vue d'un amateur, le rapport qualité-prix restera toujours un critère primordial. Il existe en revanche une autre facette de la stratégie de prix de Hublot. Pour certaines de ces montres, la marque représente une bonne alternative par rapport à d'autres acteurs qui présentent des pièces en partie similaires. Par exemple, une Richard Mille au boîtier entièrement en saphir se vendra aux alentours des 800 000 €. Tandis qu'une Hublot au boîtier en saphir se vendra elle aux alentours des 100 000 €. Certes, le boîtier ne fait pas tout, mais il n'en reste pas moins que si vous cherchez une montre entièrement en saphir, alors Hublot restera une bonne alternative en termes de prix.
Avant d'évoquer rapidement la légitimité des choix de Hublot, puis de finir en vous donnant notre avis, on fait une petite pause et on profite de ça pour vous dire que si vous aimez la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire ou mettre un pouce bleu. Pour en revenir à la légitimité de Hublot, c'est une marque qui a été lancée en 1980. Elle a donc moins de bagages historiques que Rolex, lancée en 1905, Audemars Piguet en 1875 ou encore Patek Philippe, lancé en 1839. Cette jeunesse peut donc faire partie des points qui fâchent certains puristes qui sont à la recherche d'authenticité, d'histoire et de classicisme. C'est également un point que l'on reproche régulièrement à Richard Mille qui a été créé en 2001. Pourtant, c'est le lancement de nouvelles maisons qui permet de façonner le paysage horloger de demain. Évidemment que le passé et les origines sont importantes, mais je ne pense pas qu'il faut renier tout ce qui est récent pour autant. En ce qui concerne l'image et les designs, c'est une marque qui ne laisse pas non plus indifférent, et certaines pièces sont extrêmement tape à l'œil et matu vu. En plus des versions au boîtier en saphir de différentes couleurs, on peut reprendre l'exemple de la Hublot Big Bang sertie de 1282 diamants sur le boîtier, le cadran et le bracelet au prix catalogue de 5 millions de dollars qui aurait été offerte à Jay-Z par Beyoncé comme on l'évoquait dans notre vidéo sur les rappeurs. Ce type de pièces hors du commun ne passe pas inaperçu et ne correspondent pas à l'image de l'horlogerie traditionnelle, si chère à certains passionnés. Mais alors, Hublot mérite-t-il autant de haine? Alors certes, Hublot a eu des sources d'inspiration communes avec l'un des designers les plus reconnus du monde de l'horlogerie. Elle continue à utiliser des mouvements fabriqués en série par des fournisseurs extérieurs pour certaines de ses pièces qui restent à des prix élevés. Elle a opté pour une stratégie de prix très agressive qui ne convient pas à tout le monde. Et elle a décidé de se concentrer sur l'originalité et l'extravagance plutôt que sur le classique et l'authentique. Pour toutes ces raisons, certains amateurs puristes n'arrivent pas à classer Hublot dans les marques intéressantes. Pourtant, comme nous l'avons vu aussi, elle produit ses propres calibres haut de gamme 100% maison qui battent des records encore inégalés aujourd'hui. Sa communication, bien qu'agressive, a pourtant bien porté ses fruits. Certaines de ces pièces représentent une alternative bon marché sur des niches exclusives. Pour nous, cette haine n'est donc pas entièrement justifiée, mais même si elle est de bonne guerre, il faut reconnaître que Hublot a tout de même réussi de jolis coups. Certes, ce n'est peut-être pas la marque qui sera la mieux vue dans un dîner horloger, mais il en faut pour tous les goûts. Pensez-vous d'ailleurs que le passage à 100% de mouvement manufacture pourrait faire changer les mentalités? Répondez-nous en commentaire et dites-nous quel sujet aimeriez-vous voir sur la chaîne, et à bientôt sur lecalibre.com.